Bonjour, bienvenue au cours de système embarqué temps réel. Cette semaine, on va faire une introduction au système embarqué temps réel. Donc, on va faire un survol un peu des différents éléments pertinents sur la matière qu'on va voir en partie. Ça ne couvrira pas toute la matière qu'on voit cette session-ci, mais on va voir quand même certaines notions de qu'est-ce que c'est un système embarqué, un système temps réel et les plateformes logicielles matérielles qu'on va utiliser dans le cours. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de système embarqué, on peut dire que c'est un système embarqué, c'est un système autonome qui est utilisé pour des tâches précises dans un système électronique ou mécanique beaucoup plus vaste, qui a souvent des contraintes de temps réel. Ce n'est pas toujours avec des contraintes de temps réel, mais c'est souvent lié à du temps réel. Les systèmes embarqués peuvent être de différentes natures. C'est essentiellement un système, on pourrait dire, c'est une espèce d'ordinateur qui est intégré dans un dispositif plus large. C'est un ordinateur dans le sens qu'il y a de quoi calculer, mais qui n'a pas nécessairement les périphériques usuels d'un écran, souris, clavier. Donc, les systèmes embarqués sont quand même omniprésents dans notre environnement. Il y a plus de systèmes embarqués, de systèmes informatiques embarqués qu'il y a d'ordinateurs. Donc, on en a dans les voitures. Les voitures maintenant fonctionnent avec une multitude de systèmes informatiques intégrés qui assurent le fonctionnement sur différents aspects des voitures. En aérospatial, en avionique, les avions modernes sont pilotés par des systèmes embarqués. Donc, il y a quand même des pilotes qui effectuent une sorte de contrôle, mais plusieurs composants des avions sont en fait contrôlés directement par des systèmes embarqués qui reçoivent des commandes des pilotes, des contrôles de pilotage. Des électroménagers également, c'est des appareils qui comportent de l'électronique embarquée. Ça peut paraître simple, mais c'est considéré comme un système embarqué avec un microcontrôleur. Puis ça peut être quand même assez élaboré comme un système embarqué à l'intérieur de ça pour pouvoir faire un fonctionnement avec différents modes de lavage, avec différentes façons de contrôler, avec les capteurs qui sont dans les électroménagers quand on parle de laveuse-sécheuse, on parle de lave-vaisselle, etc. Donc, tous ces appareils comportent des systèmes embarqués maintenant. Électronique domestique, on parle des téléviseurs, réseautiques, consoles de jeux, c'est tous des systèmes embarqués. Peut-être celui qu'on est le plus familier, qu'on ne considère pas comme étant un système embarqué, c'est les téléphones intelligents. C'est un système embarqué dans le sens que c'est un système qui est quand même dédié à certaines tâches, même s'il y a des caractéristiques d'ordinateur maintenant, avec la possibilité d'exécuter des programmes particuliers qu'on ajoute nous-mêmes, ça reste quand même que ça a toutes les caractéristiques d'un système embarqué, disons assez élaboré, qui a des caractéristiques ressemblant à des ordinateurs personnels. Dans le fond, 90 des microprocesseurs qui sont fabriqués actuellement le sont comme composantes de systèmes embarqués. Donc, seulement un 10 est pour autre chose. Ce 10 %-là inclut les ordinateurs. Donc, il y a quand même beaucoup plus de microprocesseurs faits pour être intégrés dans des systèmes existants. Puis une perspective vraiment intéressante des systèmes embarqués en termes de développement, c'est la notion d'objets interconnectés, ou on appelle en anglais les Internet of Things. C'est l'idée qu'on va avoir des environnements, des dispositifs qui sont connectés entre eux. Donc, c'est des systèmes embarqués avec une capacité de communiquer par un réseau sans fil ou filaire avec d'autres entités, donc qui sont interconnectés entre eux. Donc là, ça l'ouvre à tout un spectre intéressant de possibilités. On pense aux maisons, aux villes intelligentes. C'est un exemple qui est maintenant bien présent, c'est toutes les notions d'assistants personnels comme l'assistant Google ou Alexa d'Amazon qui peuvent être présents dans des boîtes qui sont des micros sans fil avec speakers avec qui on peut interagir, avoir des discussions pour demander des requêtes, d'ouvrir les lumières ou de modifier certaines choses qui est connecté sur le réseau avec d'autres dispositifs, que ce soit au niveau du téléviseur, au niveau du contrôle de l'éclairage ou d'autres types de contrôles, peuvent interagir. Et tout ça, ben, interagit également avec notre environnement numérique, notre téléphone intelligent, par exemple. Donc, ces notions-là, ça se déploie actuellement. On est encore au début de ces idées-là, mais c'est quand même présent. Et donc, ça fait appel à avoir plusieurs systèmes embarqués qui communiquent entre eux. Les systèmes de transport intelligents, d'avoir des systèmes de transport où là, le contrôle du tramway, du train est entièrement automatisé, où l'interaction des autobus et leur environnement, l'infrastructure, les autoroutes, les véhicules automobiles, d'avoir des véhicules automobiles autonomes, semi-autonomes. Donc, tout ça, ça fait appel à des systèmes informatiques qui inclut énormément de systèmes embarqués sur lesquels roule du logiciel de différentes natures.
ou les capteurs personnels, on pense aux montres intelligentes ou autres. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a des développements à venir très intéressants qu'on annonce, va se baser sur une utilisation encore plus importante et élaborée des systèmes embarqués. Donc, on est loin quand même du micro-ondes qu'on contrôle avec quelques touches et on met un temps et ça fonctionne. Donc, c'est quand même assez basique, même si c'est un bel exemple de système embarqué ou du thermostat basique qui a seulement des touches pour faire monter ou descendre la température. Mais ça reste que fondamentalement, ça se ressemble. C'est le même genre de mécanisme, de mécanique qu'on met en place ici. Donc, un des premiers grands systèmes embarqués qui a été fait, c'est toutes les capsules spatiales comme capsule Apollo. Donc, la capsule Apollo, il y a eu un gros effort de développement, d'intégrer énormément d'électronique. C'est quand même nouveau parce que les capsules qui précédaient étaient beaucoup plus, oui, il y avait un petit peu d'électronique, mais c'était très mécanique, un peu d'électricité, mais c'était pas très élaboré. Dans Apollo, il y avait quand même beaucoup d'éléments intéressants, puis ça a été fait pour être très robuste. Donc, le programme Apollo en soi, qui a été un investissement important aux États-Unis dans le développement technologique. On a développé plein de technologies pour aller sur la Lune, mais plusieurs de ces technologies-là avaient rapport avec les systèmes embarqués, avec l'électronique intégrée sur des puces. Donc, on doit beaucoup finalement au développement d'Apollo, puis Apollo en soi avait quand même de nombreux systèmes embarqués avec de la redondance et tout. On pense aussi maintenant aux véhicules modernes qui sont équipés de une grande variété de systèmes embarqués avec des capteurs, avec un certain contrôle fait par le système embarqué, avec des actuateurs, l'interaction entre les différents systèmes. Donc, on voit ici, c'est un exemple d'une voiture qui n'est même pas un véhicule autonome en soi. On peut voir certains éléments qui font voir qu'on va vers ça. Puis, c'est un véhicule. Les véhicules maintenant sont équipés d'une multitude de systèmes embarqués. Puis, ça va aller de pire en pire dans le sens de mieux en mieux, de notre point de vue, où on va avoir vraiment des véhicules autonomes là, ou semi-autonomes dans un horizon de 5-10 ans qui vont être basés vraiment sur des ordinateurs qui contrôlent le véhicule en bonne partie de façon complète ou semi-complète. Donc, c'est un exemple aussi d'un système embarqué intéressant. L'avionique, donc on parle entre autres du contrôle du vol. Anciennement, là, vous avez peut-être vu des films des années 80, 70 ou avant, ou bien des films récents qui font référence à ça, où le pilote pilotait l'avion, puis ça avait l'air être difficile à contrôler le manche à balai, puis il tirait fort quand même pour pouvoir contrôler finalement l'avion. Ça, c'est parce qu'il y avait quand même un certain lien mécanique, même si c'était assisté, même s'il y avait tout ce qu'il fallait quand même pour offrir une certaine assistance en termes de contrôle. C'était quand même fait pour assurer qu'il y a un lien direct mécanique, si on peut dire, dans le contrôle de l'aéronef. Maintenant, même depuis longtemps, depuis 25-30 ans facilement, la plupart des avions sont conçus pour être contrôlés de façon entièrement électronique. Dans le fond, on a une sorte de joystick, le contrôle, le manche à balai est une manette de contrôle, puis on relaie l'information de façon numérique vers des ordinateurs qui vont, eux, avoir des actuateurs au niveau du contrôle, au niveau des ailerons, différents positionnements des pièces de l'avion pour faire le vol. Donc, ça, c'était quand même un changement qui était important. Puis Airbus avait proposé ça, ce qu'on appelle du fly-by-wire. Donc, l'idée d'avoir des avions qui étaient pas mécaniquement contrôlés, mais électroniquement contrôlés. Puis ça, ben, c'est maintenant la norme pour les avions modernes. Un autre exemple, donc ça, c'est un thermostat Nest. Nest n'existe plus, a été avalé par Google, mais c'est un bel exemple, il y a quelques années, d'un système embarqué, moderne, ou qui visait à faire un contrôle intelligent des unités de chauffage et de ventilation dans des résidences, dans des buildings. Et donc, c'est un peu de faire un mélange entre un thermostat électronique et un téléphone intelligent. Donc, c'est accessible sur le Wi-Fi. C'est encore accessible sur le Wi-Fi. Donc, c'est vraiment un exemple de système embarqué qui entre dans nos maisons, qui est l'exemple même de l'idée d'avoir des maisons intelligentes. Maintenant, il y a plusieurs autres dispositifs de différentes natures qui sont présents, puis ça va en augmentant. Et les téléphones intelligents, c'est un bel exemple de système embarqué, assez élaboré au niveau logiciel, mais quand même, ça a toutes les caractéristiques d'un système embarqué avec une interface évoluée.
Dans le fond, si on regarde les systèmes embarqués temps réel, dans les années 60, on parle de systèmes de guidage. Donc, vraiment, les premiers systèmes, c'est les systèmes de guidage pour des missiles qu'on appelle Minuteman, Minuteman 2, donc dans le début des années 60. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à développer des façons de contrôler ces missiles-là de façon relativement autonome avec l'électronique. Comme je vous disais, après ça, le guidage des capsules Apollo en 66 a été un effort important de développement qui a contribué au développement des circuits intégrés. Puis à partir de ça, dans les années 70, on a vu apparaître les premiers microprocesseurs et microcontrôleurs dans des circuits intégrés. Avant, c'était vraiment des composantes discrètes. Donc là, on est pas seulement des composantes intégrées dans les années 70, puis on parle du Intel 4004, qui est vraiment un des premiers microprocesseurs conçus, qui était conçu pour des calculatrices et des petits appareils. Bien, ça l'a lancé Intel à ce moment-là. Intel, c'était un start-up qui était vraiment une petite compagnie dont le créneau, c'était de faire des microprocesseurs à l'aide de circuits intégrés. C'était quand même assez novateur. Il y a aussi Texas Instruments en 1974 qui a sorti le TMS 1000, qui était un autre gros joueur au terme des systèmes dans les microcontrôleurs, microprocesseurs, qui est encore un joueur important en termes de microcontrôleurs. Intel, c'est un joueur important en termes de microprocesseurs maintenant. Donc, le Texas Instruments a développé vraiment la notion d'intégrer un microprocesseur avec de la mémoire, des lignes d'entrée-sortie, ce qui correspond à un microcontrôleur. Donc, vraiment, un système sur un chip qui intègre les différents éléments pour pouvoir faire un système embarqué, et tout ça sur une seule puce. Dans les années 80-90, là, on a vu le développement des systèmes d'exploitation parce que là, il y avait les notions d'ordinateur, ordinateur personnel qui a émergé à la fin des années 70 avec des microprocesseurs, comme on a vu, qui avaient été développés plus au début des années 70, qui se sont améliorés. Donc là, on a intégré ça avec plusieurs autres composantes pour faire un ordinateur qu'on a qualifié de personnel. Donc ça a aidé beaucoup le développement de l'informatique, mais même en dehors de l'informatique d'ordinateur personnel, dans l'informatique en général, l'informatique dans les entreprises, dans les systèmes, il y a eu beaucoup de développement dans les systèmes d'exploitation. Donc, on pense à Unix qui s'est développé fin des années 60, début des années 70, qui est devenu quelque chose de très courant plus des années 80. Il y a les systèmes DOS de Microsoft dans les ordinateurs personnels qui ont évolué vers autre chose. Mais il y a aussi plusieurs systèmes d'exploitation qu'on dit temps réel qui ont été développés commercialement. Un exemple, c'est QNX, qui a été développé dès 1982. QNX, c'était développé à Ottawa, donc c'est une compagnie canadienne, ontarienne, quand même très près d'ici, qui a développé ce système-là. C'est basé sur des travaux qui avaient eu lieu à l'Université de Waterloo, en Ontario. Donc, c'est un système d'exploitation temps réel. Donc, ça a vraiment été fait pour le temps réel, commercial. C'est reconnu pour sa stabilité. C'est utilisé vraiment maintenant dans les systèmes, justement, les véhicules, les voitures. C'est un système qui est couramment utilisé dans cet environnement-là. C'était le système d'exploitation à la base de BlackBerry. Justement, BlackBerry a acheté QNX. Je pense qu'ils ont reséparé QNX parce que c'est quand même une division, une composante qui a une solidité et qui reste solide malgré tous les déboires de BlackBerry depuis 10 ans. Donc, c'est quand même un premier exemple, puis c'est quand même reconnu, c'est basé sur Unix. Il y a VxWorks, qui est un autre système d'exploitation temps réel commercial qui est quand même assez utilisé. Puis aussi Linux. Linux, ce n'est pas un système temps réel, c'est un système d'exploitation clone de Unix open source, mais qui a des caractéristiques intéressantes, et c'est lui qu'on va utiliser dans le cours pour diverses raisons.